fait, au 21 septembre, aux 5 jours Clé-Renault, il y a des nouveautés, des séries limitées et 22 nouvelles Twingo à gagner. Oh, Toinette, t'as pas entendu ou tu regardes tomber les figues? Je vois. Tu veux nous la faire rater, la Twingo? Parce que c'est pour toi que je m'échine, ingrate bête. Hé, regarde la clé. Les 5 jours Clé-Renault, 22 Twingo à gagner. Allez-y avec qui vous voulez, mais allez-y. Hé, baisse un peu ta vitre. Allô? Vas-y, petit. Ok. Préviens sur la gauche. Vite. Très bien. Laisse-moi écouter. Là. Dans le sac, petit. Dans le sac. Bouygues Télécom, le son digital. Bien entendu. La vie d'aujourd'hui est de plus en plus stressante. Je mange n'importe comment et souvent n'importe quoi. Ça fragilise mon équilibre intérieur. Mais je peux maintenant aider mon corps à se renouveler grâce à Bio de Danone. Bio n'est pas un simple yaourt. Bio contient du bifidus actif, un ferment naturel qui respecte l'équilibre intérieur. D'ailleurs, je sens bien que je digère plus facilement, mais c'est plus qu'une impression. Dès la naissance, le bifidus est naturellement présent dans notre organisme, mais il a tendance à se modifier au fil du temps. Je mange un bio par jour, au moins. C'est le moyen que je préfère pour aider mon corps à se renouveler de l'intérieur. Bio de Danone me renouvelle de l'intérieur. Tout le monde s'en aperçoit. Ah, le bâton de berger. Pour les gourmands, il n'y a rien de meilleur. Mais d'où lui vient ce délicieux parfum? Et ce goût inimitable. Mais de sa recette exclusive, bien sûr. Oh, et puis goûtez-le et vous comprendrez pourquoi il n'y a pas d'heure pour en manger. Imaginons la vie de tous les jours. Des projets. Alors il faudrait nous trouver un financement malin. Allô, les plus malins du Crédit Agricole? Je vous passe ma femme. Il faut protéger son avenir. Moi, je veux être pâtissier et magicien. Des envies. Et pouvoir m'offrir un petit voyage sans être prise à la gorge. Ça serait bien de refaire la cuisine. Des imprévus. Parce que le Crédit Agricole a su. C'est rassurant. C'est vraiment le moment de changer de voiture. Vos projets, vos envies, vos imprévus. Au Crédit Agricole, la banque de votre quotidien, nous l'imaginons tous les jours. Chérie, c'est normal ce bruit? Hé, allez chez Speedy. Le contrôle et le devis sont gratuits et nous garantissons la qualité de nos pièces. Va donc chez Speedy. Il y a plusieurs façons de communiquer. La plus simple est toujours la plus efficace. Le nouveau Nokia 6110, tout petit, est déjà si autonome. Jusqu'à 12 jours d'autonomie en veille. Le Nokia 6110, surdoué. En général, on n'est jamais ravi de rencontrer les motards de la police. Ils n'arrêtent pas de verbaliser, traquent les excès de vitesse, nous font subir des alcotests et ils sont très rarement compréhensifs. Tu descends, sinon je t'explose la tête. Je ne mangeais. Alors, quand ils sont plutôt sympas, pourvu que ça dure. Mardi, à 20h55 sur TF1. Bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, Robert Rue a radicalisé son discours cet après-midi face aux militants réunis à la fête de l'Humanité à la Courneuve. Le secrétaire national du Parti communiste a refusé de s'aligner derrière un parti socialiste dominant à gauche et a demandé au gouvernement d'aller plus loin, plus vite et plus en profondeur dans les réformes. Une intervention tempérée quelques heures plus tard par Dominique Strauss-Kahn et Jean-Claude Guessot. Le récit de cette journée est agité au sein de la gauche plurielle par Caroline Gauthier. Depuis le début de la fête de l'Humanité, 1500 nouveaux adhérents seraient venus grossir les rangs du Parti communiste. Des militants souvent partisans d'une radicalisation. Face à eux et à leurs revendications, Robert Rue a durci le ton cet après-midi. Si la synthèse politique proposée
proposé par Lionel Jospin, c'est de considérer que toutes les forces de la gauche plurielle doivent se fondre dans une sorte de nébuleuse où il y aurait un certain nombre de courants, mais qu'en dernière instance, on pourrait avoir son identité de fond qui se fonde dans cette nébuleuse. Je ne suis pas d'accord. Pour Robert Rue, pas question donc de choisir entre s'aligner derrière le PS ou se replier dans une attitude frileuse de protestation. Une position nuancée par les ministres communistes au gouvernement. Je crois que nous allons de l'avant, que des choses ont commencé à être marquées, qu'il faut surtout pas s'arrêter là. Apparemment, pas de tension au gouvernement. La perspective d'un départ des communistes n'est pas à l'ordre du jour. Ils ont fait le choix de transformer la France et de le faire avec nous. Et ce choix, à aucun moment, je ne sens qu'ils aient envie de le remettre en France. Certes, une volonté d'apaisement, mais les débats au sein de la majorité plurielle reprendront rapidement dès l'examen du projet du budget 99 à l'Assemblée. Charles Pasqua, lui, ne décolère pas contre l'euro. Devant les militants de son mouvement Demain la France, réunis en Camargue, l'Europe, a-t-il affirmé, est la dernière utopie totalitaire du siècle. Écoutez ses arguments. Où cela va, il faudra bientôt organiser des processions pour chanter les louanges du Saint-Euro et implorer sa protection. Une monnaie n'a jamais protégé personne. La croyance aveugle dans l'euro me rappelle exactement la vénération qui entourait la ligne Maginot. Vous n'auriez pas trouvé un homme politique français en 1938 encore pour douter de l'invincibilité qu'elle nous garantissait. Seul un jeune colonel, de Gaulle, s'époumonait en pure perte. Et l'ancien ministre RPR de l'Intérieur a également laissé planer lors de ce meeting la menace d'une liste séparée aux prochaines élections européennes. Et puis dans l'Hérault, sachez que le candidat communiste de la gauche plurielle, Jacques Blin, a remporté largement le second tour des élections cantonales de Sète, avec plus de 70% des voix, et ce devant le candidat du Front National, Jean-Claude Martinez. Une élection destinée à remplacer le conseiller général Raymond Félix, décédé en juillet dernier, et marquée par un très fort taux d'abstention de plus de 60%. À l'étranger, le test de la Bavière réussi pour Helmut Kohl. 15 jours avant les élections générales, ses alliés de la CSU ont remporté haut la main cette consultation présentée comme un test. Des détails avec Romain Husneau. Helmut Kohl serait-il relancé à 15 jours des élections générales? Les résultats du scrutin en Bavière le laissent penser. La branche locale du parti de Kohl, la CSU, arrive en effet nettement en tête avec plus de 52% des suffrages. Son rival, le parti social-démocrate de Gerhard Schröder, n'obtient lui que 30% des voix. Cette victoire n'est pas à proprement parler une surprise. Les chrétiens démocrates sont en effet au pouvoir dans cette région depuis 36 ans. Toutefois, les prévisions ne prédisaient pas un score aussi large. Certains sondages annonçaient même la perte de la majorité absolue pour le parti allié du chancelier Kohl. Ce résultat en Bavière ne marque donc pas la fin de l'ère Kohl, comme l'espéraient les sociaux-démocrates. Il pourrait au contraire constituer un tournant dans l'opinion, selon les proches du chancelier. Helmut Kohl s'est d'ailleurs réjoui de l'issue de ce scrutin. Il a assuré aborder avec optimisme la dernière quinzaine de campagne et son duel avec Gerhard Schröder, même si ce dernier est toujours en tête dans les sondages. Jacques Chirac a renouvelé toute son estime et son amitié à Bill Clinton. Aujourd'hui, à l'occasion d'une conversation téléphonique, le président américain, dans la tourmente de l'affaire Lewinsky, conserve également la confiance de ses concitoyens. Ils ne sont que 30% aujourd'hui à vouloir son départ, mais ils sont 56% en revanche à estimer qu'il mérite un vote de censure du Congrès. Une solution également prônée par les parlementaires démocrates. À Washington, Ulysse Gosset. Surprise, ce matin à Washington, Bill Clinton n'est pas venu à l'église où il se rend chaque dimanche pour assister à la messe. Le président pêcheur en aurait-il fini avec sa stratégie du repentir? Certainement pas, car si la majorité des Américains ne veulent pas sa démission, ils ne lui ont pas tous pardonné. S'il n'avait pas menti, s'il avait dit la vérité au tout début, c'était OK. Mais là, je suis personnellement blessée. Je dirais oui, il faut le destituer.
Moi, je crois qu'il devrait rester à la Maison-Blanche, même s'il a menti, c'est sa vie privée. Ce n'est pas grave pour le pays. Depuis ce matin à la télévision, l'avocat de Bill Clinton est sur la sellette. Il ne cesse d'affirmer que le président est victime d'une campagne de diffamation. Mais cela ne satisfait pas les journalistes. Exemple sur ABC News de l'impertinence de Sam Donaldson, l'un des commentateurs les plus célèbres. Vous nous dites que le président est peut-être un menteur, mais qu'il n'y a pas crime de parjure? Le président, répond l'avocat, a admis avoir mal agi et il essaie de réparer. Mais il n'a pas commis de délit qui constitue matière à destitution. Vous pouvez le constater, le débat est extrêmement vif. Ce matin, nous dit-on, Bill Clinton a digéré l'énormité de ce qui est arrivé. Il n'a pas lu le rapport Starr, affirme l'un de ses conseillers. Pourquoi s'éterniser sur les allégations du procureur? Ce n'est pas utile, dit-on à la Maison-Blanche. C'est maintenant au Congrès de trancher. Le MD-11 de la Swissair qui s'est abîmé au large d'Halifax le 2 septembre faisant 229 victimes transportait une somme considérable en billets de banque, annonce aujourd'hui la gendarmerie canadienne. Les billets destinés à des banques suisses avaient été placés dans un coffre-fort qui n'a pas été retrouvé. Les gardes-côtes devraient remonter le gros de l'épave dans le courant de la semaine. Il y a 5 ans, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se serraient la main à Oslo et se promettaient de faire la paix, signant un texte en ce sens. 5 ans après, la poudrière n'est toujours pas éteinte. Après les heurts entre Palestiniens et soldats israéliens qui ont fait hier une centaine de blessés, des milliers de Palestiniens étaient à nouveau dans la rue aujourd'hui, brûlant des drapeaux israéliens et américains. Et la tension ne devrait pas s'apaiser puisqu'Israël a refusé de rendre les corps des 2 chefs du Hamas tués jeudi. Retour en France où les Sétois devraient à nouveau pouvoir consommer l'eau du robinet redevenue potable. Depuis 3 jours, en effet, ils se ravitaillaient dans des citernes installées par la ville et la Compagnie Générale des Eaux. La mairie ne croit pas à une pollution due aux orages et porte plainte contre X. Elle soupçonne, je cite, une maladresse ou un acte de malveillance. Le reportage sur place de Jean Brun. Depuis vendredi, les Sétois consomment l'eau des citernes mises en place par la ville. Car le même jour, la Compagnie Générale des Eaux avait annoncé que l'eau fournie aux habitants n'était plus potable en raison d'une pollution bactériologique. On pensait d'abord aux forts orages du début de semaine, mais la météo n'explique pas tout. L'orage a été un vecteur, un moyen de transport de cette pollution, mais il ne l'explique pas, car c'est une pollution très particulière qui est apparue alors que la turbidité, c'est-à-dire que la clarté de l'eau était tout à fait normale et donc n'a pas été décelée dans la nuit de lundi à mardi. La CGE a donc décidé de porter plainte contre X afin de déterminer l'origine de cette pollution. En attendant, l'eau sétoise a retrouvé toute sa limpidité, elle est de nouveau potable, mais la ville de Sète ne veut pas en rester là en ouvrant une enquête interne. Mais elle vise à déterminer d'une part qui a pollué et comment. Et elle vise aussi à déterminer quelles sont les responsabilités des différents acteurs, y compris de la Compagnie Générale des Eaux, dans la mesure où celle-ci a la responsabilité de l'affermage, du contrôle et de l'approvisionnement d'une eau de qualité pour la population des Sétoises. Il est vrai qu'au cours de la semaine, les professionnels de santé ont constaté une forte augmentation des cas de gastro-entérite, bien avant que les autorités compétentes ne découvrent la pollution. À Saint-Étienne, ces images de l'incendie qui est survenu en fin d'après-midi dans la maison de la culture. Le feu maîtrisé dans la soirée s'est déclaré dans le Grand Théâtre, au centre de l'édifice. Cet incendie pourrait être d'origine criminelle. Des traces d'effraction ont en effet été constatées sur un côté du bâtiment. Aucune personne n'a été interpellée, mais l'enquête est en cours. En Formule 1, Schumacher relance la course au titre de champion du monde devant un public tout acquis à sa cause en remportant le Grand Prix de Monza en Italie devant l'autre Ferrari, celle d'Eddie Irvine. Mika Häkkinen, son grand rival sur McLaren, est arrivé 4e. Caroline Henry revient sur cette journée de liesse au pays des tifosi. Michael Schumacher avait averti ses rivaux hier en décrochant enfin sa première pole position de la saison devant 120 000 tifosi. Monza, le temple de la vitesse, c'était pour lui. Le double champion du monde n'a donc pas manqué à sa parole en s'illustrant sur les terres de son écurie dans une ambiance électrique. Et pourtant, ses nerfs ont été mis à rude épreuve dès le départ de la course. Un départ manqué par l'Allemand, mais formidablement bien négocié par Häkkinen qui trouve l'ouverture dans un trou de souris. Il prend alors la tête de la course devant son coéquipier David Coulthard, à qui il laissera un peu plus tard les rênes. Mais au 16e tour de piste, le moteur de l'Écossais explose. Schumacher en profite alors pour doubler Häkkinen et prendre les commandes. Il impose sa stratégie, les arrêts au stand ne changeront pas la donne. D'autant qu'Häkkinen prend la 4e place de ce Grand Prix
après une sortie de piste en fin de course. Dans le chaudron de Monza, Schumacher décroche donc son 6e Grand Prix de la saison et surtout relance le championnat aidé par son coéquipier Irvine, 2e. Un doublé Ferrari qui profite à Schumacher qui rejoint Mika Häkkinen en tête du championnat des pilotes. Il reste encore 2 Grands Prix au Luxembourg et au Japon, 2 circuits fétiches de Schumacher où tout pourrait bien arriver, y compris ce qui semblait incroyable en début de saison, une défaite des McLaren. Autre doublé du jour décroché cette fois par Suzuki lors de la 62e édition du Bol d'Or sur le circuit du Castellet. L'équipage Reimer, Morrison, Goddard est arrivé premier, suivi d'une autre Suzuki. 3 tours plus tard, championne du monde l'année dernière, Suzuki sauve ainsi une saison en demi-teinte qui ne l'avait vu monter qu'une seule fois sur le podium en terminant 3e des 24 heures de Liège. Du cinéma pour terminer ce journal avec à Venise, le Lion d'Or de la 55e Mostra décerné à l'Italien Gianni Amelio pour Cosi Ridevano. Emir Kusturica obtient le Lion d'Argent pour la réalisation de Chat Noir, Chat Blanc. Sean Penn a été consacré meilleur interprète masculin pour le film Hurly Burly d'Anthony Drazan. Catherine Deneuve, comme vous allez le voir sur ces images, reçoit le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans Place Vendôme de Nicole Garcia. Elle y incarne une femme blessée sur fond d'intrigue policière dans le milieu diamantaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne nuit à tous. Savourez les aventures de Monte Cristo avec la laitière de Nestlé. Comte de Monte Cristo. Jamais entendu parler de cette raison-là. 6 millions. 6 millions de francs pour commencer. Tous les hommes ont un prénom. Mais quel est donc celui du comte de Monte Cristo? Capitaine Edmond Dantès. Ça doit être grandiose de voir la justice dans ses œuvres. Mon adversaire est déjà échec et mat, mais il ne le sait pas encore. Un jour, il vous faudra payer. Pas à moi, mais à Dieu. Le comte de Monte Cristo. Demain, 20h55 sur TF1. Bonsoir, il fait froid encore ce soir, hein. Ça va se radoucir dans la semaine qui vient. Ça va se radoucir, mais nous aurons encore des nuages. Pour le moment, nous sommes toujours dans un flux de nord-ouest, donc nous avons et les nuages et le froid. Ça devrait se calmer un petit peu demain. D'ailleurs, dès demain après-midi, on attend de très belles éclaircies sur un quart nord-ouest. Il y aura encore beaucoup de nébulosité ailleurs, surtout dans le sud-ouest, où quelques entrées maritimes s'ajouteront aux nuages venus le matin. Et puis s'attarderont aussi beaucoup de nuages sur le flanc est, encore quelques flocons sur les Alpes au-dessus de 1400 mètres. Quant au régime des vents, il restera le même que celui que nous avons connu aujourd'hui, mais il devrait faiblir un petit peu sur les côtes de la Manche et surtout en Méditerranée où les rafales devraient se limiter à 120 km à l'heure. Côté température, elle ne devrait plus baisser, ni demain matin, ni demain après-midi. Le minimum demain après-midi pour Langres avec 10 degrés et le maximum pour Nice avec 24 degrés, 14 degrés à Orléans par exemple. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Nous aurons moins froid. Quant aux nuages, ils seront toujours là. Une nouvelle perturbation va arriver mardi qui devrait épargner la Méditerranée parce que le vent essoufflera toujours. Les éclaircies vont revenir assez vite sur la Bretagne et sur le Cotentin. Mercredi, ces nuages vont partir lentement. Ils s'attarderont encore sur l'Alsace et sur le sud-ouest. Jeudi, il va faire beau et partout. À peine quelques grands nuages sur le nord, grand soleil sur le sud. Vendredi, nouvelle perturbation et samedi et dimanche, à nouveau un week-end nuageux et pluvieux. La différence avec le week-end que nous avons connu cette fois-ci, c'est que les températures ne devraient pas baisser samedi et dimanche. On restera, ma foi, tout au long de la semaine dans une douceur de saison. Quant à l'indice de confiance, il sera plutôt bon puisqu'il est de 3 sur 5 pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je vous souhaite une très douce nuit, je vous retrouve demain. En général, on n'est jamais ravi de rencontrer les motards de la police. Ils n'arrêtent pas de verbaliser, traquent les excès de vitesse, nous font subir des alcotests et sont très rarement compréhensifs. Tu descends, sinon je t'explose la tête. Je me vengerai. Alors, quand ils sont plutôt sympas, pourvu que ça dure. Mardi, à 20h55 sur TF1.
Dans un petit village du sud-ouest de la France, nous